Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes confortablement installés dans votre divan face à votre écran pour partager ensemble ce petit quart d'heure que je vais voler à votre emploi du temps pour échanger quelques considérations de nouvelle année. J'aurais, tout comme vous probablement, préféré faire cela physiquement, de vive voix, en trinquant avec vous et en partageant quelques anecdotes ou éclats de rire accompagnés d'une petite tape dans le dos pour la convivialité. Mais il nous faudra encore patienter quelque peu pour retrouver ces petits gestes et moments très simples, tellement simples que souvent on n'y prenait plus attention et qui maintenant manquent cruellement. Les vœux sont toujours l'occasion d'ouvrir de nouveaux chapitres. Il faut avouer que pour 2021, bien plus que des vœux, je souhaite formuler un objectif. Vaincre le virus pour retrouver notre liberté totale, notre liberté d'entreprendre, de bouger, de nous retrouver, de construire ensemble et de nous aimer aussi par des gestes. Et concomitamment, fermer 2020, une bonne fois pour toutes. Notre mobilisation elle est totale avec les 11 millions de Belges, avec chacun d'entre vous. Le CDH a pu jouer un rôle majeur dans la crise sanitaire. Nous ne sommes pas restés au balcon, nous n'avons pas critiqué pour le plaisir de critiquer. Nous avons même prêté main forte au gouvernement lors des pouvoirs spéciaux dans un esprit d'union nationale. À l'écoute des militants, dont certains souhaitaient voir le CDH prendre des responsabilités, j'ai pendant près d'un an œuvré pour collaborer à la constitution d'un gouvernement fédéral et à la stabilité de notre État. Un an de travail important mais discret, durant lequel nous avons martelé nos priorités, la santé bien sûr, la solidarité, l'éducation, les transitions environnementales et digitales, la justice, la police et la sécurité. Un État régalien fort pour ses citoyens. En dernier ressort, nous n'avons pas embarqué dans le navire. Non pas en raison de la peur des responsabilités, mais précisément parce qu'aucun des partis autour de la table ne fut prêt à nous en laisser jouer une. C'était mal nous connaître. Alors plutôt que d'être sans responsabilité dans un gouvernement, nous avons préféré assumer notre responsabilité sociétale depuis l'opposition. Il y a un an, nous avons dû faire face au déni du gouvernement fédéral sur le Covid-19. Nous avons été les premiers au Parlement à tirer la sonnette d'alarme. Ce ne serait pas grave si ce déni n'avait ôté la vie prématurément à des milliers de personnes et frappé aussi rapidement le personnel des soins de santé avec la désinvolture de l'ex-ministre de la Santé Maggie De Blok qui estimait qu'il fallait cesser de jouer au drama queen. Nous avons été des lanceurs d'alerte, comme durant le mois de septembre, avec des décisions légères prises par l'exécutif Wilmès au moment de sa dernière semaine de gouvernance. Un relâchement ayant certainement ajouté quelques bûches dans le feu de la seconde vague. Nous avons été aux côtés des oubliés qui rament pour survivre. Aujourd'hui, ils sont épuisés. Nous nous battons pour qu'ils puissent bénéficier d'aides, des aides octroyées plus rapidement et qui soient aussi plus généreuses que ce qui a été concédé aujourd'hui. Et des aides qui ne subissent aucune taxe. Quelle lâcheté de reprendre d'une main ce que les gouvernements donnent d'une autre. C'est une solidarité placebo. Cela en a toutes les apparences, mais c'est une fausse générosité à une période où pourtant les aides et primes octroyées devraient être toutes défiscalisées. C'est une exigence que formule le CDH depuis des mois déjà et que nous réaffirmons encore et encore. Les seniors, les indépendants, l'ORECA, les PME, les artistes, les clubs sportifs, le secteur associatif, notre jeunesse, tous ont pu compter sur la fidélité et le soutien du CDH. Nous avons sans cesse relayé leurs cris de douleur, leurs préoccupations, les propositions de solutions pour les soulager et les accompagner au mieux. Nous l'avons fait aussi pour les artistes, les forains, les coiffeurs, les acteurs touristiques, les enseignants, les mouvements de jeunesse, les métiers de contact, les caristes, les agences de voyage, le secteur de l'événementiel, les pouvoirs locaux et bien entendu, les nombreux acteurs de la chaîne de soins et tant d'autres encore. Nous avons demandé que les banques et assurances soient appelées à la cause. La Cour suprême britannique vient de décider d'imposer aux assureurs de payer des indemnités à plusieurs centaines de milliers de PME, estimant que le coronavirus ne pouvait pas être un motif d'exonération de leur clause de garantie de revenus. Nous plaidons la même approche depuis des mois en Belgique et j'espère sincèrement que notre ordre judiciaire suivra la même orientation que la Grande-Bretagne. J'en nourris l'espoir
puisque du nord au sud de notre État, des juges commencent à décider que les loyers des commerces qui ont été contraints de fermer ne sont plus dus. Ce que nous avons d'ailleurs toujours soutenu dans une approche visant à faire partager en 3 tiers ces coûts entre le propriétaire, le locataire et l'État. En novembre dernier, nous avons été plusieurs à lancer un appel pour mieux anticiper le dispositif de vaccination. Il avait déjà du retard. Quand les gouvernements évoquent depuis quelque temps une accélération du processus, soyons clairs, ce n'est pas pour pouvoir prendre de l'avance sur les autres pays. C'est juste pour pouvoir essayer de combler le retard déjà pris. Nous sommes aujourd'hui dans le top 3 européen des pays ayant le taux de vaccination le plus faible de sa population. Beaucoup de nos parlementaires ont dû encore récemment taper du poing sur la table pour que la clarté soit faite sur la stratégie de vaccination, pour que les citoyens soient dûment informés, pour que les médecins généralistes et les autres praticiens de première ligne soient concertés. Cela donne des résultats. Notre ténacité a fait bouger les lignes. Nous avons réussi ce rôle de vigile. Des signes encourageants montrent que notre action a été reconnue. Notre opposition constructive devient le levier d'une majorité autobloquée, avec des partenaires qui cafouillent beaucoup entre eux quand ils ne remettent pas en cause eux-mêmes les décisions prises par leur propre exécutif. Alors oui, au plus profond de moi, je crois que ce n'est pas en agitant un chiffon rouge ou un chiffon bleu que les citoyens se réconcilieront avec la politique. Je suis abasourdi de voir ces ministres qui jouent de manière faisandée la participe-opposition. Ça me choque. Faire croire aux gens que demain ils pourront reprendre leur activité quand on sait pertinemment que cela ne sera pas le cas, puisqu'ils sont eux-mêmes membres des organes qui le décident, c'est jouer sur la fragilité, sur les peurs, sur le désespoir des gens. C'est scandaleux. C'est faire de la surenchère pour ne rien obtenir. C'est cynique et un terrible aveu de faiblesse. Le calcul électoral n'a pas sa place dans cette crise inédite. Leurrer les gens, non. Mais se battre pour leur offrir des perspectives, ça oui, et c'est ce que le CDH fait sans relâche. Notre bonne résolution depuis l'opposition a un mot, solution. Nous sommes des acteurs de solution. Nous avons pu en 2020 être un levier pour la formation d'un gouvernement fédéral. Nous avons là aussi privilégié l'intérêt général plutôt que notre nombril. Tous les jours, nous proposons de nouvelles idées pour plus de justice, pour lutter contre les dérives du net, avec le revenge porn, taxer les GAFAM, rééquilibrer l'assiette fiscale en faveur de ceux qui travaillent, porter un plan d'action en matière de santé mentale, combattre aux côtés des familles, dont les monoparentales, ne pas négliger les personnes handicapées et leurs structures d'accueil durant cette pandémie, permettre une transition écologique vertueuse et non dogmatique, vertueuse, incarner la cohérence et le respect réciproque dans les questions interculturelles, donner corps aussi au pacte d'excellence, soutenir les enseignants dans les mutations importantes qu'ils affrontent, être aussi une oreille attentive des parents qui s'inquiètent du décrochage scolaire de leur enfant ou de leur addiction croissante aux tablettes et smartphones, bref, favoriser la qualité plutôt que la quantité. Et ce ne sont là que quelques exemples de l'intensité de nos actions. En ce qui nous distingue du reste de l'opposition, et particulièrement des extrêmes de gauche et de droite, ce sont des valeurs différentes bien sûr, mais aussi bien des attitudes différentes. Nous menons chaque jour des combats sans chercher à donner des leçons, tandis que ces partis donnent sans cesse la leçon, sans combattre, notamment dans les arènes parlementaires. Il y a bientôt 1 an, nous étions plus d'1 millier réunis à Namur pour lancer notre opération de refondation « Il fera beau demain ». Le congrès avait été extrêmement mobilisateur et enthousiaste. Nous étions désireux d'aller de l'avant et puis, comme tous les autres secteurs, nous avons dû mettre un coup de frein à cause de la crise Covid. Mais les cerveaux n'ont pas arrêté de phosphorer pour autant. Plus de 20 000 personnes ont rejoint la plateforme de débat que nous avons créée. Plus de 2000 propositions nouvelles ont été formulées. Alors bien sûr, dès que les conditions sanitaires le permettront, nous reprendrons cette démarche participative pour pouvoir co-construire ensemble un mouvement positif pour demain. Nous allons bâtir un futur sans renier un passé, en s'affranchissant de celui-ci, certes, mais pour écrire de nouvelles pages de notre histoire politique, avec une approche plus contemporaine, plus inclusive, avec une sincère dimension populaire, loin de tout populisme. La chrysalide va se muer progressivement durant 2021 en papillon et nous ne manquerons évidemment pas de vous associer à ce nouvel envol. Mais dans l'immédiat, dans tous les niveaux de pouvoir,
c'est le plan de relance et de résilience que nous devons veiller à mettre en œuvre. Et nous allons là aussi agir comme vigiles pour s'assurer que l'on ne retombera pas dans les travers du saupoudrage et des petits arrangements entre amis. Et pourtant, le plan de relance qui s'esquisse commence mal. Dans un processus fermé, où seuls les ministres de la majorité ont eu droit de citer. Un plan de relance qui ne priorise pas 24 milliards d'euros de projets demandés pour seulement 6 milliards disponibles. Un plan de relance critiqué par ceux des partis qui l'ont négocié. Ça promet. Et en parallèle de cette relance économique, je veux lancer un appel avec insistance pour qu'on travaille à une véritable relance psychologique. Je demande que les gouvernements articulent rapidement un plan de soutien en santé mentale pour tous les publics, mais en particulier pour nos jeunes. Comme beaucoup d'adultes, ils n'en peuvent plus. Mais les ados ont cruellement besoin de pouvoir se défouler, refaire du sport, limiter leur perte d'efforts scolaires. Ils s'empâtent, ils ont besoin de soutien, de perspectives. Les tentatives de suicide s'accroissent, les drames psychosociaux augmentent. Cela doit être entendu. Et dans ce contexte, et encore plus fort, je dis que nous serons toujours du côté des perspectives positives, car c'est comme cela qu'il fera beau demain et que le soleil brillera à nouveau pour chacun. Dans l'actualité internationale, mais qui nous concerne tous, cette semaine aura été marquée par la cérémonie d'investiture présidentielle aux États-Unis. J'espère vraiment qu'une page se tourne, même si je ne suis pas totalement rassuré. Joe Biden arrive à la tête d'un pays où la société est plus divisée que jamais, où même sans Trump, le Trumpisme vit et sévit. Cette évolution ségrégationniste, populiste, complotiste n'est pas circonscrite aux Amériques. Elle guette tous les continents et beaucoup de pays, dont le nôtre. Et à l'occasion de mes vœux, je réitère mon engagement. Je ne serai jamais une personne qui clive pour le plaisir de cliver, qui choque pour le plaisir de choquer, qui tweete pour le plaisir de tweeter. Mon engagement, notre engagement et notre devoir en tant que centristes, c'est de ne jamais cesser de rechercher la cohérence de la société, le respect des citoyens et des citoyennes entre eux et de garder solides les jalons d'un vivre ensemble responsable et intergénérationnel. C'est une alchimie subtile, complexe. Ce n'est pas la voie la plus simple pour un parti politique, mais c'est certainement la plus noble. Tant d'entre vous, du militant au député, vous vous mobilisez sur le terrain pour aider les acteurs des soins de santé et nos différents héros du quotidien. Vous croyez en notre projet et vous retrouvez progressivement la fierté de l'exprimer à nouveau autour de vous. C'est notre plus belle récompense collective. Vous nous donnez le message et le signal que le travail abattu par les élus humanistes est celui dans lequel vous croyez et celui qui fonde votre conviction que l'avenir sera meilleur pour vos enfants. Cette confiance nous oblige. Soyez sûrs qu'elle est aussi notre moteur quotidien. Continuez donc de prendre soin de vous et des autres et du fond du cœur et au nom de toute l'équipe. Bonne année 2021 à chacune et chacun et plus que jamais. Bonne santé à tous.